de l'OFAST. C'est l'Office anti-stupéfiants, un document de plus de 60 pages où l'OFAST décrit la France comme un pays sans zone blanche, autrement dit sans drogue, un pays aussi qui est victime d'un tsunami blanc au vu du nombre de saisies de cocaïne. Un rapport qui est résumé par notre journaliste du service police-justice, Célia Barotte. Écoutez. Tsunami blanc, c'est l'expression mise en avant dans cette note confidentielle en référence à la prolifération de plus en plus forte de la cocaïne sur notre territoire et qui constitue, je cite, une menace existentielle pour notre pays. Dans le détail, les saisies de cocaïne ont atteint un record en France, 37,5 tonnes saisies au cours des 6 premiers mois de l'année 2025 contre 25,8 tonnes l'an dernier. Autre bilan, en 2024, il y a eu 367 assassinats ou tentatives d'assassinat liées majoritairement au narcotrafic et ces crimes ont touché 173 villes, dont des petites communes. L'OFAST pointe du doigt dans ce rapport le recours de plus en plus fréquent de tueurs à gages et ces trafiquants qui s'approprient les espaces communs et dans certains cas exercent un véritable pouvoir social. En résumé, pour les rédacteurs de cette note, je cite, les narcotrafiquants menacent l'ordre républicain avec une volonté de déstabiliser les institutions. Enfin, selon l'OFAST, 200 000 personnes tirent potentiellement profit à des degrés différents du trafic de stupéfiants et seule une dizaine de trafiquants se trouvent en haut du spectre. Dans cette hiérarchie pyramidale, les individus du haut du spectre contrôlent la quasi-totalité des importations en France, les gèrent souvent depuis l'étranger, en Afrique du Nord ou à Dubaï. Le milieu du spectre concerne les filières de distribution et tout en bas de la pyramide, on retrouve les vendeurs au détail partout en France. Pas moins de 2700 points de deal ont été recensés à la fin du mois de juin 2025. Tsunami blanc pour évoquer le nombre de saisies records de cocaïne, plus 45% d'augmentation en un an. Effectivement, les chiffres sont alarmants. Et puis, plus de zones blanches dans le pays. Et autrement dit, on peut trouver de la drogue absolument partout aujourd'hui en France. On entend souvent ce terme de mexicanisation du pays, de narco-État. Ça en fait bondir certains. Et pourtant, quand on découvre ce rapport, Maître, on a l'impression qu'on y arrive tout droit. Alors, c'est une situation qu'on connaît malheureusement et sur laquelle on va avoir les plus grosses difficultés si on ne travaille pas en commun avec l'ensemble des pays. On ne peut pas mener cette lutte uniquement au niveau national. C'est une lutte, la pyramide l'indique, hein. Les gestionnaires, ceux qui donnent les ordres, sont dans des pays étrangers et ça passe par quantité de filières qui traversent un peu tout le globe. Oui, Maroc, Dubaï, Thaïlande et autres. Partout. Et en fait, ces filières-là, il faut les démanteler. Pour les démanteler, il faut suivre les flux financiers. Suivre les flux financiers, ça veut dire travailler main dans la main avec les autorités des autres pays et donc arriver à avoir véritablement une synergie de travail avec les institutions de tous les pays. Ça ne pourra pas fonctionner si on ne travaille qu'au niveau national. On doit forcément s'inscrire dans une lutte internationale avec des passerelles et des ponts de travail avec les autres juridictions de tous les pays qui sont touchés et qui acceptent de travailler sur la problématique du narcotrafic. Tous les pays ne souhaitent pas mener cette lutte. On en a quand même quelques-uns, c'est avec eux qu'il faut travailler. C'est comme ça qu'on pourra avoir des résultats efficaces. Si on travaille uniquement au niveau national, on n'arrivera à rien. Ça ne fonctionnera pas. En tout cas, effectivement, au niveau national, même si j'entends ce que vous dites et vous avez raison, c'est une lutte internationale, mais au niveau national, ce que dit ce rapport également, c'est que ces narcotrafiquants ont pris possession de bon nombre de quartiers en France où ils dictent leurs lois, où les habitants n'ont pas leur mot à dire et parfois... on leur propose même des services en échange d'un calme, c'est-à-dire on leur propose de faire les courses, on leur propose du bricolage et pour qu'ils puissent mener leur activité de trafiquants de drogue calmement. C'est ça qui est assez surprenant en fait, c'est de voir qu'on n'est même plus dans de la vente, on est aussi presque dans une prestation de service, un petit peu, il y a des entreprises qui viennent à domicile vous aider à faire le ménage, bon bah là on a l'impression qu'on est presque, voilà, t'achètes un petit pochon, puis en même temps viens on va te faire les carreaux, enfin c'est hallucinant, ça veut dire qu'ils ont compris quelque chose, non seulement ils ont compris comment se faire de l'argent, ils ont compris comment rendre les gens addicts, mais aussi ils ont compris comment s'acheter une paix sociale et s'acheter le beau rôle, parce que finalement auprès de certaines personnes, ils sont quoi? Ils sont les gars qui viennent vous dépanner, qui viennent vous donner un petit coup quand vous avez besoin de mettre un petit coup de tournevis. Et puis,
Et puis ça fait passer pour certains en disant après tout bon voilà ils font, mais non c'est pas vrai du tout, c'est eux qui souvent saccagent les cages d'escalier, qui saccagent le mobilier urbain. Oui. Si jamais en effet vous avez le malheur de leur devoir 20 €, vous risquez de prendre le tournevis, cette fois-ci c'est plutôt dans la main que vous allez le prendre. Enfin, ce que empêche la police, les médecins, voilà, les pompiers d'entrer dans ces quartiers aussi quand on a besoin d'eux. De voir à quel point ils essayent de se donner une image de pseudo-respectabilité et à quel point finalement, c'est-à-dire que l'État a presque finalement déserté ces cités-là. C'est-à-dire qu'à force de mettre un tel... Si vous voulez, tout est fait pour maintenir l'État à distance. Vous empêchez les médecins de rentrer, vous empêchez les policiers de rentrer, vous empêchez tout le monde de rentrer. Donc à un moment, ces quartiers, ils n'ont plus rien. Et eux, on a l'impression qu'ils veulent faire le hub central, tout centralisé. C'est-à-dire que comme ça, ils sont sûrs d'avoir un quartier à leur disposition, puisque tout le monde, à un moment ou à un autre, se dit bah, tiens, là j'ai un problème pour ça, est-ce que tu connais un tel ? Donc ils sont en train de recréer une sociabilité autour de leur cartel, et c'est ça qui est embêtant. C'est de voir... Un État parallèle. C'est un État parallèle, avec une société parallèle, comme il peut y en exister, en effet, parfois dans certains types de pays d'Amérique latine. Et dans le même temps, ils tentent, ces narcotrafiquants, il déstabilise l'État. On a en mémoire, bien sûr, ces attaques contre des prisons, contre des agents pénitentiaires. On en voit. On a en tête, bien sûr, la DZ Mafia, qui est l'un de ces groupes de narcotrafiquants, mais il y en a bien évidemment d'autres, mais qui publient des vidéos cagoulés où ils menacent un tel ou un tel, comme s'ils agissaient en toute impunité. Oui, mais l'État est leur concurrent presque. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une logique de se cacher. Encore une fois, on ne se cache pas, au contraire, on s'exhibe. Il y a une volonté d'afficher une puissance qui, de toute façon... certes, ils sont cagoulés sur les vidéos, mais ils n'ont même pas besoin. Regardez, tout à l'heure, on a vu dans le petit reportage quelques jeunes. Ils sont reconnaissables. Enfin, les points de deal sont reconnaissables. Moi, à chaque fois que j'étais près d'un établissement scolaire, on les reconnaît quand même. Enfin, c'est pas, ils ont quand même un look qui est là aussi pour peut faire venir le chaland. C'est-à-dire que les gens qui vont vers eux, ils se doutent bien qu'ils ont des choses à leur proposer. Donc, il y a une forme d'impunité. Mais encore faut-il que derrière, la justice suive, effectivement, que les peines soient appliquées. Ne pas, parce que beaucoup sont des mineurs. Que beaucoup sont des mineurs aussi. Il y a énormément de problématiques concernant. Mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir dans mes classes, une fois, un service de police qui rentre pour interpeller un gamin. Enfin, je veux dire, ça arrive, parce que parfois, en fait... Je rappelle que vous êtes enseignante. Oui, je suis enseignante, mais en fait, on se rend compte que finalement, ça fait partie un peu du quotidien. Et ce qui est grave, c'est que certaines municipalités abandonnent. C'est-à-dire qu'il y a certains, je ne sais plus quelle ville avait déménagé son école. Saint-Ouen. Voilà, c'était Saint-Ouen qui a préféré déménager l'école plutôt que de déménager les dealers. Enfin, on se dit, mais attendez, mais à quel on évite d'aller à la confrontation avec ces dealers. C'est tolérable. Guillaume Perrault. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'on vient de dire, si ce n'est que le plus frappant, c'est la volonté d'acheter la neutralité, d'acquérir la neutralité bienveillante des habitants d'un quartier. Alors, on fait la comparaison avec les pays où l'État est défaillant, mais nous, il y a quand même une énorme différence, c'est que l'État-providence, chez nous, est une réalité, que l'État... il n'y a pas un pays avec davantage de services publics qu'en France. Donc... Bien sûr, on peut toujours dire qu'on n'en fait pas assez, on peut toujours dire qu'il faut il y a la ritournelle des manques de moyens, mais la question me paraît plutôt, effectivement, celle que vous évoquez, Ophélie, c'est-à-dire dissuader par l'intimidation et la menace des agents publics d'exercer leur mission dans ces quartiers-là pour qu'un autre ordre se substitue à l'ordre normal de la France. Mais la différence avec l'Amérique latine, c'est que là, vraiment, il n'y a pas de ces services sociaux ou ces services publics. Mais ils les repoussent, justement. Voilà, mais c'est quand même pas du tout la même situation. C'est quand même pas du tout la même situation au départ. J'espère qu'on n'arrivera pas à la même situation à l'arrivée. Oui, il y a notamment des pays en Amérique du Sud où on le sait, ces narcotrafiquants, on propose presque un service de sécurité, une manière de protéger les commerçants. On vous promet de ne pas abîmer votre commerce. En échange, vous nous laissez travailler tranquillement. Quand on voit effectivement et lit ce rapport de l'OFAST, on a la sensation qu'on n'est finalement pas si loin que ça. Vous parliez effectivement du fait que les habitants, on leur propose des services pour qu'ils puissent travailler tranquillement, ces narcotrafiquants, qu'ils puissent dealer en toute impunité. On se souvient aussi de cette volonté de certains narcotrafiquants de corrompre aussi, de corrompre certains magistrats, certains officiers de police et autres pour pouvoir tout simplement effectuer leur business. Et les chiffres du rapport de l'OFAST, effectivement, sont inquiétants. C'est 200 000 personnes qui vivent
potentiellement de ce trafic de drogue. Ces 7 milliards d'euros qui sont engrangés chaque année, c'est un business très lucratif. On n'apprend rien, bien sûr, mais effectivement, je pense que c'est assez inquiétant. Oui, alors je pense que de toute manière, l'État a pris la mesure. Et notre ministre Darmanin a pris la mesure exacte de la dangerosité et de la gravité de la situation du narcotrafic en France. On va regarder parce qu'il a mis en place cette prison de haute sécurité. On verra bien dans les semaines, dans les mois qui vont arriver si ces mesures vont dans la bonne direction et si elles permettent petit à petit, et je dis bien petit à petit parce qu'il va falloir beaucoup de temps, à endiguer un peu ce phénomène et à commencer peut-être aussi à une certaine prise de conscience de la part... Je rappelle, pardonnez-moi, Ahmed, que les prisons de Condé-sur-Sarthe et de Vendin-le-Vieil vont accueillir les plus grands narcotrafiquants du pays. On verra effectivement si ça a un impact sur le narcotrafic. Il faut que ça ait un impact. Il faut que ça ait un impact d'abord sur les petits revendeurs, sur ceux qui sont moyens revendeurs, puis sur les gros revendeurs également. Il faut véritablement qu'ils aient en perspective la possibilité d'être placés dans ces établissements-là. Et donc, de ne plus avoir de possibilité d'être en contact avec l'extérieur pour continuer leur trafic depuis l'établissement où ils sont placés. Et deux, d'avoir un régime au quotidien qui est quand même beaucoup plus difficile que celui qu'on peut avoir dans les établissements classiques. Et puis, je pense qu'on ne serait pas complet si on n'évoquait pas non plus la prise de conscience des parents dans le rôle éducatif avec leurs enfants, parce que tout démarre là. On se rend bien compte dans ce narcotrafic qui gangrène la France que de plus en plus jeunes, les enfants sont amenés à participer. On avait avant ce qu'on appelait les chauffeurs à partir de l'âge, les personnes qui guettent, les guetteurs. À partir de l'âge de 14-15 ans, désormais, il n'est pas rare d'en trouver à partir de l'âge de 9 ans. Donc on voit bien qu'il y a une carence éducative énorme et donc il faut aussi véritablement faire un travail vis-à-vis des parents et vis-à-vis de l'éducation. Car cet argent permet aussi de faire vivre ces familles. Souvent, ça permet de faire vivre les familles. Ce n'est pas toujours le cas. Mais de toute manière, il faut aussi prendre ce problème à la base, c'est-à-dire chez les enfants qu'on implique dans ce trafic-là et qui permet au trafic plus important de se développer. Si vous coupez tout à la base, ça devient plus compliqué aussi. Il ne faut pas oublier aussi Il y a plusieurs pistes à suivre et cette piste-là sur le rôle de l'éducation et le rôle qu'on peut avoir en tant que parent vis-à-vis de ses enfants et voir travailler dans cette direction, pour moi, c'est un rôle capital. Que ce soit au niveau de ceux qui vont revendre et qui vont participer à ce trafic ou que ce soit au niveau de ceux qui vont consommer. C'est ce que j'allais vous dire, il y a aussi le rôle des consommateurs, effectivement. Donc c'est vraiment deux axes. C'est vraiment deux axes. Et comme on est à un âge de plus en plus tôt, on peut imaginer qu'on peut intervenir encore. Que tout n'est pas encore... C'est la question de l'offre et la demande. Effectivement, si on offre, c'est qu'il y a une demande. Et notamment, on parlait de la cocaïne et du tsunami blanc qui évoquait... Que l'on consomme aussi de plus en plus jeune, avec un prix qui s'est démocratisé, donc qui devient de plus en plus accessible. Et c'est aussi une problématique majeure. Un dernier mot là-dessus, peut-être ? Allez, Guillaume. Quelque chose me frappe, c'est que si j'ai bien compris, ce nouveau régime carcéral va être plus dur pour des grands bandits, et tout le monde s'en réjouit. Est-ce qu'on n'est pas en train de rétablir les quartiers de haute sécurité, sans le dire, les QHS, quartiers de haute sécurité, qui avaient été créés sous Giscard, par Perfit quand il était garde des Sceaux, si ma mémoire est bonne, ou par Le Canuet avant lui, et qui ont été un objet de polémique incessant pendant les années Giscard, et qui ont été supprimés en 80 quand il y a eu alternance politique. Je suppose que ça sera peut-être pas aussi dur que les QHS, mais c'est peut-être une façon de revenir vers cet esprit, l'esprit de ce dispositif, sans le dire. Allez, merci beaucoup.